certains même d'entre vous, ça leur pose peut-être même des difficultés d'avoir beaucoup de méthodologie. Donc c'est assez simple, il faut être assez... Vous voulez que j'utilise un micro? Moi oui je m'entends, mais ouais je veux bien, ouais. Donc comme je vous disais ici, l'objectif en lui-même de l'atelier, c'est quoi? On va pas utiliser une méthodologie qui est une méthodologie particulière. Je vais vous donner des petits trucs. Il se peut que pour certains d'entre vous, ces petits trucs soient totalement inutiles, voire pire, perturbants. Auquel cas, n'hésitez pas. Ça signifie simplement que l'atelier n'est pas utile pour vous, parce que vous avez déjà une méthodologie. Les différents objectifs que vous êtes susceptibles d'avoir. Ah, cool. Les différents objectifs qu'on doit avoir par rapport à cet atelier, c'est qu'on n'a pas de... Non? Parce qu'il y a le petit truc vert. On n'a pas de possibilité par rapport à cet atelier de notes de synthèse de se fournir des garanties. Vous pouvez avoir plusieurs objectifs ici. Premier objectif, vous êtes nul. L'objectif, fonctionne de la façon suivante. Au tout début, quand j'ai la note de synthèse entre les mains, initialement, je l'enseignais selon la méthode qui est dite la méthode littéraire. Méthode littéraire très universitaire. J'arrive, je lis l'intégralité des documents dans l'ordre chronologique, car dans le chronologique, il y a surtout logique. Donc je prends du plus ancien au plus récent, il y a une certaine logique. Et un jour, peut-être comme certains d'entre vous qui me l'ont dit, entre deux larmes, ou ici entre deux moments difficiles, c'est que la note de synthèse, c'est quelque chose qui prodigieusement s'avère être ennuyeux et fastidieux. Donc je parle d'un présupposé. Ce présupposé est très simple. Au bout d'une heure, mon intention saute. Donc ma lecture de document ne doit pas dépasser 1 heure. Et pour me rassurer, j'irai jusqu'à 1h30. Au-delà, tout ce que vous lisez, ça ne sert à rien. Combien de fois en note de synthèse vous vous êtes retrouvé dans la situation où vous êtes en train de lire vos différents documents au bout d'1h40, 1h45, et à ce moment-là, vous êtes tout d'un coup en train de penser à votre liste de courses, ou encore ici à, je sais pas moi, au petit t-shirt que porte votre voisin, ou encore à la nouvelle coupe de cheveux à expérimenter le lendemain. On peut avoir comme ça quelque chose. Moi, mon esprit vagabonde au bout d'à peu près 1 heure. 1h30 grand maximum. Raison pour laquelle en cours, par exemple, au bout d'1h30, je dis à mes étudiants, on fait une pause. Parce qu'ils en ont besoin et j'en ai besoin, sinon je ne suis pas assez concentré. 1h30 de lecture. Pourquoi? J'intercale dans les différentes phases de la note de synthèse une phase de titrisation. Une fois que j'ai établi mon plan, je retravaille les titres pendant le temps qu'il faut, à peu près une demi-heure. Premier travail, le thème. Le thème de la note de synthèse va me donner un certain nombre d'éléments. Thème que j'adore de type de note de synthèse, une idée et une autre idée. L'exemple type, c'est bien évidemment les lanceurs d'alerte et l'argent. La logique veut dans ce cas-là que mes deux titres intègrent à la fois le premier terme, lanceur d'alerte, et le terme argent. Ou à tout le moins, qu'ils intègrent les rapports entre les deux. Dans une telle optique, j'ouvre mon document, j'arrache immédiatement la page de garde et c'est là où mon travail va évoluer. Sur le travail autour de la page de garde, d'abord, je note ma phase de lecture. Je lis les documents maintenant pour aller beaucoup plus vite. Il faut maintenant que j'aille à l'essentiel, puisque j'ai plus 2 heures pour lire, mais 1 heure ou 1h30. Eh bien, je commence de façon chronologique inversée. Le document le plus récent jusqu'au plus ancien, en commençant par la doctrine, puis la JP, puis la loi, puis les trucs tout bizarres. Trucs tout bizarres, articles de presse, dessins, le cas échéant, et ainsi de suite. Pourquoi? Ce que je lirai en premier, c'est ce que je vais devoir retenir le plus. Donc du coup, j'espère en faisant ça qu'en lisant l'article de doctrine le plus récent, il intégrera les plus anciens. J'espère en lisant l'article de doctrine le plus récent qu'il va intégrer les jurisprudences citées dans notre document, ainsi que les textes de loi. Donc c'est pour ça que je commence de cette façon-là. Le premier article est fondamental. Quand je détermine cet ordre de lecture en même temps, simplement à partir des titres, j'attribue une note à chaque document qui me sera utile pour l'établissement du plan et aussi pour la façon dont on cite les documents. Cette note va de 1 à 4 étoiles. Pas moins, pas plus. 1 à 4 étoiles. Puis je commence mes lectures, une fois que j'ai établi ça. Parfois, sur certaines thématiques,
j'ai une prescience du sujet et de la thématique adoptée. Par exemple, ma grande passion dans la vie, c'est le rap, ou encore, c'est l'enseignement. Dans un cas comme dans l'autre, si la thématique de ma note de synthèse correspond à ça, que je vois la liste des documents, je vais noter sur un brouillon à part, spécial, une sorte de pré-plan, d'une idée préconçue que j'ai sur le sujet, pour pouvoir soit l'évacuer, soit l'intégrer. Une fois que j'ai fait ça, j'ai donc ma notation des différents documents. Je prends mon premier document, donc le document de doctrine le plus récent, je le lis. Dans les techniques de lecture, et quand je vous ai interrogé sur vos techniques de lecture, et que je vous dis comment vous lisez, il y en a 2-3 quand même, très doués, plus doués que moi en tout cas, qui font la fameuse lecture en diagonale. Je lis le premier mot de la première ligne, le deuxième mot de la deuxième ligne, le troisième mot de la troisième ligne, et là, j'arrive à en déduire tout ce qui a été dit dans les 3 lignes. Moi, tu dis oui, moi je n'ai jamais réussi cette histoire, je comprends rien. Ce que je lis dans un article de doctrine se fonde simplement sur le fait que des articles de doctrine, j'en ai beaucoup lu, j'en ai écrit quelques-uns. Au tout début, c'est là où l'auteur, il donne tout. C'est paradoxal, mais il donne tout. Il explique son point de départ, son point d'arrivée, ce qu'il va expliquer. Ça, c'est fondamental. Et il y a parfois, en grisé ou en noir, un encart où tout est résumé. Ça, je le lis parfaitement. C'est pour moi tout à fait important. Le plan, je le regarde. C'est intéressant, un plan. Si l'article de doctrine se rapporte intégralement à la note de synthèse, ce plan-là est une source d'inspiration majeure. Et je lis la fin, les propositions de l'auteur. Avant de passer au document suivant, je me renseigne sur l'auteur. Ce que j'entends par là, je me pose un certain nombre de questions dans ma fiche sur le document par rapport à cet auteur. 1. Est-il passé à la postérité? Pour être passé à la postérité, il faut être mort. Ou il faut s'appeler Badinter. C'est tout. Un auteur passé à la postérité, je peux le citer. Un auteur pas passé à la postérité, je ne peux pas le citer de façon directe. Je vais essayer de travailler cette rigueur-là. Pas cité de façon directe, je vais essayer de voir de qui il s'agit. Il s'agit du professeur Intel de l'université de machin truc. Le professeur Intel de l'université de machin truc, je regarde un petit peu, je vois sa petite photo, je pense bien qu'il n'est pas décédé, surtout je ne le connais pas, je me fais confiance. Il s'agit donc, s'il signe en tant que professeur, d'un théoricien. S'il s'agit par contre de maître machin. Maître machin, c'est un praticien. J'attribuerai ce qualificatif si je suis conduit à le citer. Selon un auteur de doctrine, selon un praticien. Bon. Je continue ma lecture. Donc quand je continue ma lecture, les documents comme ça vont s'enchaîner. À la fin de la lecture de chacun document, je peux un peu modifier ma note. Sur une étoile, par exemple. Je peux retirer une étoile. Le document, je le pensais ultra important, il est bof-bof. Je passe de 4 à 3. Au contraire, je lis le document, c'est un bijou. C'est un document que je vais basculer vers un 5 étoiles. Pire, j'ai mon document 1 étoile, je sais pas, des statistiques, je comprends rien à cette histoire, et surtout, ça n'a rien à voir avec le sujet. C'est le document piège, autrement appelé document fantôme. Je retire, il n'a pas d'étoile. Il faudra le citer, mais il n'a pas d'étoile. On en arrive à toute la phase de lecture. Une fois que j'ai terminé ma lecture, c'est-à-dire une fois en fait que c'est écoulé un temps d'à peu près 1 heure, généralement j'aurai fini la lecture de mes articles de doctrine. Je regarde ma montre, 1 heure, c'est le moment fastidieux, c'est le moment délicat, c'est le moment où moi, Michael, ou vous, chacun, dans votre façon de concevoir cet exercice-là, je prends une décision. Au bout d'1 heure, j'ai tout vu. Comme je décide que j'ai tout vu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement, en 1/4 d'heure, ramasser tous les autres documents, voir ce qu'il y a en retiré. Il me reste quoi? Des JP. Dans les JP, qu'est-ce qu'il y a en retiré? La décision qui a été rendue. J'essaie d'identifier l'aspect important. Là, le but, j'ai quand même une demi-heure, j'ai suffisamment de temps. Et je vais vite. Une décision de justice, c'est l'application d'un texte de loi. Quel texte est cité, n'est-ce pas? Un des textes qui est cité par ailleurs, dans le reste de la note de synthèse. Et systématiquement, au bout d'1 heure et demie, j'ai arrêté ma lecture. Les derniers documents qui me restent à lire sont des documents 1 ou 2 étoiles. Sinon, cette méthode ne peut pas s'appliquer à moi. J'en arrive à la fin de ma lecture, 1 heure et demie, et là, je regarde mes camarades qui sont en train de lire, et ça va vous faire très plaisir si vous faites ça dimanche. Vous les regardez, petit sourire, ils sont en train de galérer, en train de lire, et ils sont en train surtout d'avoir l'esprit qui fatigue. Vous, grosse patate. Surtout si vous avez l'habitude de faire 2 heures de lecture, 1 heure et demie, votre cerveau, votre esprit va vous être reconnaissant de l'avoir laissé tranquille. Et là, vous devez faire preuve d'une certaine forme d'autorité par rapport à vous-même. Je me lance dans la rédaction du plan. Avant la rédaction du plan, il faut se poser une question. La tête en l'air,
en regardant autour de soi. Quel est l'intérêt de ce sujet? Quel est le fil rouge de ce sujet? Pourquoi est-ce qu'on me pose un sujet comme celui-ci? C'est ça votre amorce de problématique. La réponse à la question que vous allez vous poser, qui n'est, selon certains IEJ, pas à mettre dans l'introduction, mais la réponse à la question, avec un point d'interrogation, c'est votre plan. C'est votre plan. Le plan, 2 idées. Alors certains d'entre vous rencontrent des difficultés pour le plan, on va y venir. Disons qu'on en arrive à un plan qui est un plan pas terrible au départ. Grand 1, notion, grand 2, régime. C'est tout pourri comme plan de note de synthèse. C'est absolument pas problématisé. Mais, premier aspect, quand j'établis mon plan sur mon brouillon, donc j'utilise une feuille A4 classique ici, je viens, grand 1, grand A, grand B, grand 2, grand A, grand B. Et je vois quel document je vais citer. Mes documents, 4 ou 5 étoiles, vont être cités 3 fois dans les parties les plus importantes. Intro, grand 1B, grand 2A. Pourquoi? C'est le document le plus important. Donc sa place, c'est dans les parties les plus importantes. Si ça marche par rapport à mon plan, j'ai une indication comme quoi ça va bien. Les documents 2 ou 3 étoiles sont cités 1 fois, 2 fois. Et j'indique sur mon brouillon les documents que je cite sous-partie par sous-partie. Les documents 1 ou 0 étoiles ne sont cités qu'une seule fois. Je vous expliquerai à un moment donné comment on peut faire pour justement ce document fantôme, ce document piège, le citer malgré tout. Il y a des formes de périphrases qui permettent, dans un sujet, de parler d'autre chose que le sujet. Je vous donnerai l'élément qui vous permet de faire ça. Donc, vous avez établi votre plan, vous avez mentionné les différents documents, certains tombent avec une certaine récurrence. Et là, vous allez faire un petit calcul mathématique. Vous regardez votre introduction. Alors l'introduction, on la calibre de la façon suivante. Alors là, je sais, certains vont s'énerver avec l'histoire de les lignes dans mon IEJ. De façon générale, 8 à 12 lignes, ce qui varie d'un IEJ à l'autre quelque peu, mais surtout selon votre écriture. J'ai vu des gens qui écrivent très gros. Des gens qui écrivent tout petit, mais parce qu'ils espèrent feinter un petit peu. Ne feintez pas, quand vous écrivez tout petit, on n'arrive pas à vous lire. 8 à 12 lignes, et je cite 3 documents dans l'introduction. Je calcule les 3 documents. Par exemple, j'ai donc documents 3, 4 et 5 cités. C'est un document 4 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. J'en arrive à un total de 7 étoiles. Très bien. Grand 1A, le poids quantitatif, ça on le verra au moment de la rédaction, et qualitatif de ce grand 1A, il doit être un peu au-dessus de l'introduction. J'ai au moins 3 documents cités, et c'est un peu au-dessus de l'introduction. Si j'ai 7 étoiles pour l'intro, en tous mes documents, 9, 10 étoiles. C'est exactement la même chose pour le grand 2B. 9, 10 étoiles. Grand 1B et grand 2A, c'est un tout petit peu plus élevé et qualitativement et quantitativement. Je dirais comme ça, 12 étoiles. C'est-à-dire les documents en fonction du nombre de points que tu leur attribues, c'est la même chose. Ça s'inspire d'un aspect scientifique parce qu'en fait, vous utilisez vos qualités de juriste pour dire ce document est important, donc je le cite plusieurs fois, cette sous-partie est importante, donc elle doit contenir ce qui est important. Et finalement, ça va vous conduire à avoir des parties qui sont équilibrées. Alors on ne s'énerve pas, c'est-à-dire on ne se dit pas, tiens, j'ai ma sous-partie grand 1B qui fait 11 étoiles et grand 2A 12 étoiles. Ah non, quelle horreur! Plus ou moins, vous faites ça à la louche, c'est teinté d'un aspect scientifique. Il ne faut pas être non plus trop rigoriste. Rigoureux, oui, mais pas trop rigoriste. D'accord? Des questions, ça, par rapport à cette attribution d'étoiles? Une fois que vous avez ça, vous avez donc un plan. Dans le plan, donc, grand 1, grand A. Dans le grand A, plusieurs documents cités et le poids en nombre d'étoiles. C'est l'élaboration du plan. Quand vous avez fini d'élaborer votre plan, que vous modifierez à plusieurs reprises, je suis toujours sur un plan qui fonctionne scientifiquement, notion régime. Une nouvelle fois, mon plan est tout pourri. Là, il va falloir que je l'améliore. Au moment où vous finissez d'élaborer votre plan, pareil, vous levez la tête, vous regardez votre voisin, votre camarade de gauche ou celui de droite, vous voyez que lui vient de finir la lecture. Bravo, vous avez gagné l'étape suivante, la titrisation. Vous avez le temps nécessaire pour mettre vos titres. Maximum 3/4 d'heure, mais en tout cas le temps nécessaire. Ça peut varier, tu ne trouves pas de plan facilement. Cet aspect-là peut passer à 3/4 d'heure. Vous trouvez un plan beaucoup plus facilement 10 minutes, et ainsi de suite. La titrisation, c'est quoi? Je retravaille
une complémentarité. Opposition, complémentarité. J'utilise ce qu'on appelle les plans types, notes de synthèse, que certains d'entre vous connaissent, mais dont parfois ils ne parlent pas à leurs camarades. Ces plans types, c'est quoi? Utiliser des mots, quand vous ne problématisez pas, impliquant un mouvement. Le refus, la réaffirmation, la caractérisation, l'affirmation, l'adaptation, la réadaptation, la condamnation, autant d'éléments qui nous mettent un mouvement. Un mouvement est toujours une approche de problématique, parce que vous amenez le lecteur vers quelque chose, de cette notion à cette notion. Disons que là, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes sur une note de synthèse un petit peu particulière. Dans cette note de synthèse un peu particulière, c'est un sujet de type « et », la vie privée et la liberté d'expression. Ou encore, l'humour et le droit. Je suis bien embêté, mon hypothèse de plan type me conduit parfois à me dire « tiens, je vais faire grand 1 l'humour, grand 2 le droit », c'est moyen ça. Il faut que mes deux intitulés soient juridiques. Alors dans ce cas-là, je réfléchis, je sens que j'ai un blocage, et par rapport à mon plan, et par voie de conséquence par rapport à mes titres, j'élève le niveau d'abstraction. C'est-à-dire, je me transforme. À certains d'entre vous, ça va faire du mal, et à d'autres, ils vont se sentir tellement valorisés, et je regarde l'un d'entre vous spécialement, je me transforme dans la vie en publiciste. C'est-à-dire, j'essaie de raisonner comme les juridictions lorsqu'elles statuent en matière de libertés et droits fondamentaux. J'envisage les deux libertés publiques impliquées, ou libertés privées impliquées par la note de synthèse, et j'envisage leur rapport. S'agit-il d'une opposition entre humour et droit, ou d'une conciliation entre opposition et droit? Ça y est, j'ai mes intitulés. Mes intitulés se contredisent de façon trop flagrante. Une apparente opposition entre, une nécessaire conciliation entre, et puis les deux termes viennent. Apparente, nécessaire, je commence à avoir des plans types. Souvent aussi, dans un certain nombre de sujets, on voit un problème social. Face à ce problème social-là, on voit que dans un premier temps, le législateur n'a voulu rien faire, ou pas grand-chose, puis finalement, il adopte une loi spécifique. Dans ce cas-là, c'est vrai que beaucoup calent leur plan chronologique. Il peut y avoir un autre plan ici, qui est pas mal. C'est-à-dire que on a un invariant, le problème social, donc les certitudes autour, je sais pas moi, du harcèlement sexuel, grand 2, les incertitudes autour du régime juridique du traitement du harcèlement sexuel. Là, l'opposition qu'on crée de façon un peu artificielle, c'est une opposition qui permet de masquer un plan simplement et bêtement chronologique, mais problématisé. Les certitudes, ce problème existait, il existe encore. Les incertitudes, il fallait laisser la société évoluer. Non, une intervention législative forte était nécessaire. On peut avoir comme ça plusieurs réponses. Ou encore, là, cette fois, j'abandonne mes amis publicistes pour aller du côté, les pauvres, des privatistes pur sucre. Là, si je reprends mon plan notion-régime, j'arrive pas à en sortir de mon plan. J'ai un moyen pour essayer de le problématiser. Une notion qui va être une notion homogène, un régime hétérogène. Si j'ai par exemple quelque chose qui va traiter autour d'une réforme en civil ou qui porte sur le civil, j'ai pas de liberté et droits fondamentaux impliqués, j'arrive pas à m'en sortir, je vais rajouter un élément, un qualifiant qui montre une opposition. Quand, entre votre grand 1 et votre grand 2, vous avez à créer, vous arrivez à démontrer l'existence d'une opposition, d'ores et déjà, vos titres, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas problématisés. Et vous travaillez de la même façon, grand 1, grand 2, et le grand A avec le grand B. Dedans, jamais de ce, cette, on évite les « et ». Maintenant, quand on est dans une conciliation entre ça et ça, on est obligé de mettre un « et ». On évite les « et » également. Si mes intitulés de titres principaux sont longs, je peux avoir des intitulés de sous-titres courts et relativement directs. Mais le but, c'est toujours d'avoir une opposition entre les deux. Ça, c'est par rapport aux titres. Est-ce que vous avez des questions autour des titres? Ouais. Oui.
Alors, j'ai évolué, j'ai beaucoup évolué. Initialement, je prenais énormément de temps pour le faire pour ne pas me tromper. Je me disais, si je me trompe, c'est foutu. Pour m'être trompé à plusieurs reprises, et en fait, l'exercice de note de synthèse, c'est l'exercice de l'avocat. Quand tu arrives ici, et bon, t'es pas pénaliste, mais on va faire comme si, d'accord? Quand tu arrives, par exemple, en comparution immédiate, ou même dans une affaire de référé, un référé liberté, tu as très peu de temps pour prendre connaissance de ton dossier. Tu dois impérativement aller vers les documents qui sont essentiels. Tu as une préscience de ce qui est essentiel. Là, c'est quoi ta préscience? Le document de doctrine le plus récent. Donc, le travail autour de la page de garde, 10 minutes. Au-delà, je risque de me perdre dans un travail supplémentaire qui va ici me prendre trop d'influx nerveux. Et si je me trompe, j'hésite pas. C'est pour ça que je t'ai octroyé la possibilité, le cas échéant, de modifier le nombre d'étoiles. Par exemple, je suis persuadé que le document 1 qui a été écrit par je sais pas qui, je sais pas, Montesquieu, et que ma note de synthèse est sur la loi, je suis persuadé que c'est un document de 5 étoiles. Je lui mets 4 étoiles, mais je suis sûr que c'est un 5 étoiles. Je le lis, c'est tout pourri, ça n'a rien à voir. Je retire des étoiles. C'est-à-dire que note de synthèse, il faut impérativement, au début de la note de synthèse, faire quelque chose. Il faut que vous vous fassiez relativement confiance. Vous êtes des juristes, vous n'êtes pas là par hasard. Vous avez au moins un M1. Ce qui fait que votre esprit juridique, il est relativement bien fait. Simplement, peut-être, à force de se prendre des tôles, ou encore qu'on vous dise que vous êtes nul pour des raisons diverses et variées, ou bien vous-même, en raison d'un problème qui vous est perso, où vous dites tout le temps « je suis nul, je suis moche, ça va pas, etc. », vous vous dites « je me fais pas confiance ». Faites-vous confiance. Un minimum. Pour justement essayer d'établir ce classement. Il ne faut pas que ce soit quelque chose que vous allez coller sur la note de synthèse qui ne vous va pas. Il faut que cette façon de procéder, vous la collez sur votre méthode utilisée et ça vous soit utile. Il va de soi que tous les conseils que je vous donne sont dissociables. Vous pouvez vous dire, non, non, moi j'ai une autre méthode de lecture, j'ai une autre façon de procéder, mais par contre ça m'intéresse bien cette histoire de consacrer une phase uniquement au travail sur les titres. Le travail sur les titres consistant à ne pas changer le plan, juste les intituler. C'est un travail qui est un travail cosmétique. C'est le travail que vous faites quand vous venez de prendre votre douche et que vous décidez de vous habiller. Tiens, aujourd'hui, il fait 200 degrés, si je mettais mon petit short. Tiens, j'ai des grands yeux, youpi, je vais me maquiller les yeux. Voilà. C'est ce travail cosmétique-là, uniquement cosmétique. On ne change rien au fond. Vous avez une question ? Est-ce que dans l'intitulé des titres, c'est nécessaire de rappeler le sujet? C'est mieux. Il vaut mieux avoir des titres les plus explicites. Mais parfois, le sujet est long. Par exemple, dans une note de synthèse sur le droit de la justice des mineurs, est-ce qu'on peut dire le droit des mineurs? On peut modifier, mais attention à un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire, vous êtes noté sur la rigueur. Le droit des mineurs délinquants, par exemple, n'est pas la même chose que la justice des mineurs délinquants. Le terme justice englobe droit et jurisprudence. Le terme justice, c'est de la procédure et du fond. Droit, c'est normalement uniquement du fond. Après, on peut habiller les choses, parce qu'il y a des idées par rapport à du droit processuel. Mais si vous posez déjà ce type de questions, c'est bien. Après, je vous donnerai des éléments sur lesquels on peut travailler ensemble par rapport à ce type de considération. Après, ce premier travail autour du plan, vient la phase de rédaction. Pour certains, on est très inégaux sur la rédaction. Pour certains, il est indispensable de passer beaucoup de temps. C'est ceux qui écrivent mal, dégueulasse, avec une multitude de fautes. Parce qu'il vous faut du temps aussi pour vous relire, mais aussi dès que vous rédigez, c'est le cas. Attention aussi, comme vous savez, l'exercice est hautement calibré. C'est mauvais signe si vous commencez à mettre du blanc ou d'y tirer partout. Consacrez le temps nécessaire à la rédaction. C'est une phase sur laquelle on ne peut pas rogner. C'est pas là-dessus que c'est négociable. Vous devez vous connaître suffisamment au moment des dernières notes de synthèse aujourd'hui pour vous dire, voilà, moi pour rédiger bien, il me faut à peu près tant de temps. Quand vous rédigez, vous regardez bien le nombre de lignes au fur et à mesure, et vous n'hésitez pas ici à faire un certain nombre d'éléments. Vous êtes noté sur la rigueur. Pour faire peu, c'est-à-dire en quantité peu, comme ça vous est demandé, il y a des mauvaises idées. Mauvaise idée la première, c'est j'écris tout rikiki. Non. Deuxième idée, quand j'ai une loi, plutôt que de dire la loi numéro tant relative à ici, je sais pas moi, à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, je vais mettre ici la loi Chiappa, plutôt que de mettre la date en entier, de 2008. C'est pas bon, c'est pas rigoureux. Mettez l'intégralité de la loi.
Oui, mais après, on n'a pas la place, je vais y venir. Loi numéro tant du temps de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. On ne cite jamais une loi par le nom d'un ministre. Un, c'est faux. Un ministre n'adopte pas une loi. Deux, surtout, c'est un phénomène, celui-ci, qui est fortement débattu, sur lequel il y a eu des rapports rendus assez conséquents. C'est un phénomène qui fait en sorte que justement les ministres, pour passer à la postérité, vont faire en sorte de faire adopter une loi sans réel contenu répondant à un besoin social impérieux. Ça contribue à l'inflation législative. Donc vous montrez quoi? Une grande distance. Et si les documents citent comme ça la loi, vous rétablissez sa véritable qualité, comme ça apparaîtra dans d'autres documents. La rigueur est une qualité essentielle de la note de synthèse. Une note de synthèse avec des titres catastrophiques, un équilibrage mauvais, mais qui ne dépasse pas les différents aspects. Mais par contre, où on voit la rigueur, c'est une note de synthèse qui est très proche de la moyenne. Et ça, c'est important. On ne perd pas de points comme ça. Pas de ministre, pas de personnes qui ne sont pas passées à la postérité, même si c'était votre prof préféré. Même si ces articles de doctrine, trop y déchirent. Non. Ensuite, quand on commence à citer les différents aspects, quand on commence l'introduction, on commence parfois l'introduction par une citation. Ne forcez pas la citation. Vous n'en trouvez pas une dans le sujet, pas de citation, c'est pas grave. Dans ce cas-là, il faut simplement, par exemple, donner la définition juridique du sujet, telle qu'elle apparaît dans un document. Juridique, attention. J'en connais qui sont pas loin de moi, qui commencent par un fait divers. Non. J'en connais d'autres qui commencent par la définition donnée par un journaliste. Non, tout pourri, un journaliste. Non pas que j'ai quelque chose contre les journalistes, mais simplement, il faut une définition juridique. N'oubliez pas, c'est un exercice juridique. Votre correcteur, je vais vous faire du mal en vous disant ça, alors ceux qui regarderont la vidéo vont encore m'insulter là-dessus, votre correcteur passera 10 minutes maximum sur votre copie. Vous avez passé 5 heures à la créer, cette copie. Donc 10 minutes, il dit quoi? L'intro, le plan, la transition. Et il essaie de voir si tous les documents sont cités. On a le temps de faire ça en 10 minutes et uniquement ça. Donc du coup, le tout début, l'intro, c'est essentiel. Il y a plein de mains qui se lèvent. Oui? Est-ce que vous allez revenir sur la méthode de l'intro? Oui? Donc, on commence à l'accroche, c'est une définition, c'est une citation. Ça ne peut pas être un élément qu'on tire du document, un fait ou un statistique ou quelque chose. Alors si, parfois, ça peut être utile, notamment quand vous avez un phénomène social qui est évoqué. La situation des prisons. C'est pas mal, par exemple, en guise de citation, de commencer par le taux de surpopulation carcérale. Mais, mademoiselle, le fait divers, c'est... Non. Si vous commencez par un fait divers, on sombre dans une synthèse journalistique assez rapidement. L'intro. L'intro, à mon sens, donc comme vous voyez, hein, c'est quelque chose d'assez militaire que je vous vends là, ici. On y va. Intro, 3 paragraphes. Citation ou définition. Deuxième paragraphe, délimitation du sujet. C'est là, ici, dans la délimitation du sujet, ce deuxième paragraphe, que je cite, le cas échéant, mon document 0 étoile. Mon document tout pourri, il va basculer ici. Parce que quand je délimite le sujet, ça suppose de définir des carcans, des limites. Quand on délimite le sujet, disons que l'humour et le droit, bon, dans l'humour et le droit, on peut voir apparaître un certain nombre de documents. Une blague de Patrick Sébastien, super. Cyril Hanouna, super. Dieudonné, à un moment donné, vachement bien. Et à un moment donné, un échange entre deux responsables politiques, l'un disant qu'il trouve qu'il y a trop de population de telle origine. Le côté humour apparaît pas. Vous y allez, vous essayez de définir l'humour d'un point de vue juridique en évoquant que les rapports entre l'humour et le droit sont relativement complexes, certains comportements d'ailleurs ne pouvant relever de l'humour. Entre parenthèses, document tout pourri. Qu'est-ce que j'ai fait? En délimitant, c'est ce que je viens de donner, ça s'appelle une définition qui est une définition négative. Une définition négative, c'est voilà mon idée, je dois définir une femme. Une femme, ce n'est pas un homme. Je peux exclure l'homme à proprement parler. Une définition négative, c'est uniquement si je dois me débarrasser de quelque chose. Sinon, il vaut mieux avancer de façon positive.
Donc je reprends mon aspect. Tu as un document sur humour et droit où tu as un échange entre deux responsables politiques en disant il y a beaucoup, je sais pas, il y a beaucoup de jeunes en débardeur dans cette ville. Et c'est pas bien. Côté drôle apparaît pas. Donc là, tu dis les rapports entre l'humour et le droit sont complexes et évolutifs. Néanmoins, certains propos ne peuvent être qualifiés d'humoristiques. Et tu références ce document. Ou bien tu as une jurisprudence qui n'a rien à voir. Mais tu vois le thème de la jurisprudence pour dire que ce thème n'appartient pas au sujet. Tu peux comme ça l'écarter. Le faire dans l'introduction vous retire un élément qui est particulier. Alors, il se paraît que c'est une expression. Ce document-là, il va te faire mal à la tête pendant des années, pendant des heures, voire des jours. Si vous l'expulsez dès l'intro, vous êtes sûr de ne pas l'oublier. Vous êtes sûr aussi d'avoir immédiatement retiré le problème. Parce que ce que vous faites parfois, et vous pouvez avoir raison, c'est ce document piège fantôme, vous vous dites, je le citerai à la fin. À la fin, vous êtes mort. À la fin, vous avez le temps de vous relire, de corriger 80% des fautes d'orthographe et d'en rajouter 15%. C'est tout ce que vous avez le temps de faire à la fin. Pas de citer un document qui est piégeux. Et puis, ensuite, la formulation de la problématique. La formulation de la problématique, ça, il faut voir au cas par cas, essayer de déterminer ce qui est une bonne problématique. Je vous ai dit, c'est une tension juridique, la problématique. La problématique, c'est d'essayer de voir lorsqu'on a des rapports évolutifs, constants. Si vous avez une législation qui répond à un besoin social. C'est essayer de voir si on a un phénomène social qui s'accroît, avec une réaction du droit qui est plus ou moins marquée. S'il vaut mieux par rapport à un phénomène avoir du droit mou, ou encore au contraire, des exigences fortes du législateur. Il faut penser dans ce cas-là, simplement, si vous n'arrivez pas à formuler des problématiques, et que vous avez du mal sur ce paragraphe-là, qui pourtant est très important, il ne faut pas trop s'angoisser. Voyez vos articles. 3 étoiles à titre moindre, mais surtout 4 étoiles, 5 étoiles, le moment dans l'article de doctrine où on formule une problématique. Vous les lisez, les uns à la suite des autres. Votre problématique apparaîtra. Oui ? Quand vous me confirmez bien qu'il faut faire une problématique, parce que tout à l'heure, en fait, j'ai eu un débat avec un correcteur qui m'a affirmé qu'il fallait pas en faire. Voilà, je vais répondre exactement à votre question. Votre camarade me demande s'il faut une problématique. Est-ce qu'il faut une problématique? C'est moi qui vous retourne la question. Vous êtes de quel IEJ? À l'IEJ de Lyon 3, la problématique ne doit pas apparaître sous la forme d'une question. Mais ça, c'est quand même une problématique. C'est un problème de droit. Oui. Voilà. Pour moi, problème de droit. Je suis pénaliste, encore une fois, hein, donc ne vous énervez pas là-dessus. Problème de droit, problématique, etc., c'est la même chose. C'est, en réalité, pour être franc avec vous, pour une note de synthèse, la tension juridique inhérente au sujet. Ça me constitue mon troisième paragraphe qui termine par l'annonce de plan. L'annonce de plan, par contre, vos annonces de plan, nous verrons dans une première partie avant de voir dans une seconde. Ça suffit, hein. C'est fini ces trucs-là, on n'a pas... Hein. D'ailleurs, les nous, les on, les je, c'est fini aussi. Ça y est, c'est fini, on recommencera plus. D'accord? Bon. L'annonce de plan, c'est en une phrase. Il faudrait que quelqu'un dise, oui, mais moi, j'y arrive pas. Alors, votre camarade au premier rang n'y arrive pas. Non, non, la regarde pas comme ça, c'est pas vrai, c'est fictif, ici. Alors, pour ceux qui n'y arrivent pas, il y a un moyen au début pour essayer de s'en sortir qui marche assez fréquemment. Si vous mettez l'intitulé du grand A, du grand 1, il n'en demeure pas moins que intitulé du grand 2. Vous avez créé votre balancement. Annonce de plan, rigueur. On ne commence pas par annoncer le grand 2 avant le grand 1. Ça aussi, c'est fini. Pareil, tout à l'heure, on ne commencera pas par énoncer le grand B avant le grand A. Rigueur. Et on ne fait pas en 25 phrases non plus. Après, où est-ce qu'on va gagner de la place? Puisque je vous ai dit les lois, et certains d'entre vous, ça leur a fait de la peine, et je les sens mal à l'aise par rapport à ça. On les cite in extenso, loi, numéro, du temps, telle date. Oui, monsieur? Oui. Alors, par rapport à un auteur de doctrine, s'il est passé à la postérité, oui. Selon Montesquieu. S'il n'est pas passé à la postérité, je préfère indiquer selon un auteur de doctrine. Oui. Oui. Un praticien, un responsable politique. À un moment donné, oui, je suis sûr que c'est passé là.
J'avais une note de synthèse sur le secret des sources du journaliste. Il y avait une citation trop stylée qui cite ses sources, les taris. Je trouvais ça magnifique. Non, c'est stylé. L'auteur de cette citation, c'était Nicolas Sarkozy. Non, ouais, tu vois, ça t'énerve. Pas à citer, mais quand je mets selon un ancien président de la République, ça a son importance. Mais je ne vais pas faire mon filou non plus. Je ne vais pas dire selon un ancien président de la République actuellement mis en examen. Haha. Non. Selon un ancien président de la République. Neutralité. Le fait de dire que c'est un ancien président de la République donne de la valeur à la citation. Le fait de dire qu'un praticien il trouve qu'une loi elle est pourrie, ça donne de la valeur à la citation. Le nom ne donne de valeur que si l'auteur est passé à la postérité. Badinter qui parle de la peine de mort, c'est top. Si c'est Cyril Hanouna, on s'en fout. Oui, c'est l'exception. Badinter est passé à la postérité de son vivant. D'ailleurs, dans ce que je vous ai dit par rapport aux lois qu'on ne cite pas par le nom, il y a une exception, c'est la loi Badinter. Et là, attention, je sais qu'il y a des civilistes dans le fond, je les vois très bien ici, qui disent oui, la loi Badinter de 85. Non, arrêtez avec vos accidents de la circulation. On ne passe pas à la postérité en disant que les vieux de 70 ans, ils sont surprotégés. C'est la loi qui abolit la peine de mort. Et on peut même aller plus loin. Il y a une loi qu'on peut appeler loi Taubira, il y en a une seule, mais c'est une autre loi que celle à laquelle vous pensez. C'est une des lois mémorielles. Parce que ça, c'est l'œuvre d'une vie pour elle. Son engagement politique, et ainsi de suite, était pour reconnaître l'esclavage comme étant un crime contre l'humanité, une des lois mémorielles. Là, on peut dire, c'est possible. Alors, on continue d'avancer avec ces petits conseils dans les développements. Après, il y a d'autres choses que j'ai vues, c'est notamment la façon dont vous citez, vous êtes susceptible de citer, les jurisprudences. Et bon, j'ai une spécialiste de la jurisprudence, je ne vais pas la désigner parce que c'est Romane dans l'avant-dernière salle. Le truc, c'est que vous mettez parfois sur le même plan le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Marne et ça va t'énerver, le Conseil d'État. Mais ça va pas, non? Si j'ai des décisions des juridictions de fond, c'est pour une raison. Je mettrai selon un tribunal. C'est tout. Et entre parenthèses, le document. Pas selon la décision du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Marne, en date du 14 mars 2028. N'importe quoi. Par contre, si j'ai un arrêt, Cour de cassation, Conseil d'État, Cour de justice de l'Union européenne, Cour européenne des droits de l'homme, tribunal des conflits, Cour pénale internationale le cas échéant, une juridiction supérieure, Conseil constitutionnel, pardon, une juridiction supérieure, je la cite avec la date, dans le corps du texte. Selon le Conseil constitutionnel, la décision, donc la date de la décision, je la cite dans le corps du texte. Une décision mineure, ça ne se fait pas. Autre élément qui pose problème dans les différents documents, certains, et ils ont l'impression qu'ils sont super malins en le faisant, et peut-être que c'est le cas, peut-être que je me trompe là-dessus, certains ont trouvé un truc pour citer tous les documents, ils citent les documents en rafale, entre parenthèses, documents 1 à 8. Et ils se disent, c'est trop stylé, j'ai cité 8 documents d'un coup. Il m'en reste plus que 5 à citer, j'ai gagné. Non. Alors, on peut de façon infiniment exceptionnelle, une fois dans sa vie et jamais dans l'intro, citer 3 docs à la fois. Quand on joue sur l'effet de répétition. Par exemple, j'ai une décision du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Marne, plus une décision du tribunal correctionnel de Dijon, et une autre du tribunal correctionnel de Sarreguemines-les-Metz, qui disent la même chose, une sorte de résistance à une position supérieure. Là, je vais citer les 3 documents. Selon une position des juges du fond, semble-t-il constante, il apparaît que, et donc je place la position, entre parenthèses, documents 2, 3, 4. Je joue ce qu'on appelle l'effet de répétition. Je cite 3 documents à la fois parce que ça sert ma démonstration et que surtout ça va me permettre aussi d'avoir un élément très précis à évoquer. 3 documents à la fois, pourquoi? Les 3 documents vont dans le même sens. Ou encore, il résulte des différentes décisions de jurisprudence une opposition manifeste. Ça peut justifier, par exemple, une saisine de la Cour de cassation pour avis. C'est une opposition entre juges du fond face à une question de droit nouvelle. Et je cite les 3 documents. Parfois, je peux aussi citer des doublons en termes de documents. Parfois. Pas plus. 4, non. Plus, non. Dans le corps du texte, un tribunal, non. Citer un individu qui n'est pas passé à la postérité, non. Et finalement, chacune de mes sous-parties est pour ma part structurée
en une espèce, une hypothèse de 3 sous-parties, où je fais un alinéa. Si. J'ai mon grand 1A. Là, la première phrase que je vais utiliser, c'est expliciter mon titre. Première phrase, premier paragraphe. Et c'est d'ailleurs un document par paragraphe, non un document par phrase. Donc là, je vais citer un document assez important pour expliciter mon titre. Le deuxième aspect de la sous-partie souvent, c'est de citer des exemples pour illustrer mon propos. Des exemples, exemple récent, exemple ancien, 2 exemples équivalents, exemple ancien, contre-exemple actuel. Voilà. Ça illustre mon propos. Et la dernière espèce de sous-partie, c'est la transition. À tes souhaits. En éternuant, votre camarade voulait me poser une question. Est-ce qu'il faut une transition entre chacune des sous-parties? Notamment, normalement, cette transition entre les sous-parties, elle est supposée. Le lien logique étant si fait que, normalement, à la fin du grand A, logiquement, on arrive vers le grand B. Si vraiment, la fin de votre grand A, vous la sentez un petit peu lapidaire, par une phrase, faites votre transition. La transition entre le grand 1 et le grand 2 doit être plus marquée. Je vous incite à sauter une ligne avant la transition entre le grand 1 et le grand 2. Et ce sera votre seul paragraphe de toute la note de synthèse non justifié par un document. Non justifié obligatoirement par un document. C'est en gros, après avoir démontré ça, je vais passer à ça, sans bien sûr utiliser cette phrase qui utilise ça. Oui. Lorsqu'on a vraiment un document central, Ouais. qui mérite de citer vraiment des fois important, Oui. c'est Attends, normalement on le cite 3 fois, c'est-à-dire intro, grand 1, B, grand 2A, mais tu peux être conduit aussi à devoir l'utiliser à d'autres moments. C'est pas bien grave du moment que tu respectes une sorte de logique dans ce que tu fais. Si ton document, tu le cites 2 fois par exemple dans le grand 1B parce que ça s'y prête, essaie de voir si tu peux pas le citer aussi 2 fois dans le grand 2A, en le maintenant qu'une seule fois dans l'intro. L'intro étant courte, citer 2 fois le même document dans l'intro, ça va pas. Pourquoi? Parce que ton document peut également contenir plusieurs idées importantes. Si ton document, tu le retrouves cité dans le grand 1A, c'est pas grave du moment qu'il est aussi cité dans le grand 1B, dans le grand 2A et le cas échéant dans le grand 2B. On peut le citer. C'est mieux de le citer uniquement 3 fois, mais si ton document contient plus d'idées que ça et finalement véhicule toutes les idées qui sont dans la note de synthèse, tu peux le citer un nombre important de fois. On évite de citer plus de 2 fois le même document dans une sous-partie. Par contre, là où tu t'es trompé, je pense, c'est si tu cites un doc tout pourri plein de fois. Si par définition, tu as dit qu'il était nul, ton document, et que tu le cites très souvent, c'est que par définition, ta copie, elle tend à être calée sur ce document-là, et ça, c'est pas satisfaisant. Mais ça, tu le vois apparaître normalement dès le moment où tu as établi ton plan, et donc là, ça signifie qu'il faut changer son plan. Ou encore que tu t'es trompé en attribuant tes notes. Oui. Je crois que j'ai la réponse. Ah. Je me posais la question de savoir si on pouvait citer 2 fois le même document. Enfin, si on veut faire 2 phrases avec le même document, est-ce qu'on peut le citer 2 fois d'affilée sur les 2 phrases? Je reste focalisé sur l'idée de un document par idée, donc un document par paragraphe, plutôt qu'un document par phrase. S'il y a 2 idées en parallèle et que tu te sens de citer 2 fois le document à la suite, tu peux. Une méthode scientifique par définition, souvenez-vous, effectivement, le droit c'est une science, donc une méthode scientifique ça peut se caler, mais le droit c'est une science molle. Donc, soyez un peu flex. Soyez flex. Ok. Ça, c'est par rapport à la façon de rédiger, les transitions et ainsi de suite. Alors, après, vous allez avoir votre dernière note de synthèse dimanche. Et puis dimanche, certains vont essayer d'utiliser ça. Et ils vont avoir peur. Parce qu'ils vont se retrouver dans une situation, ils veulent savoir s'ils peuvent confirmer la chose. Alors, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante, l'aspect suivant. C'est que, par la suite, dans vos révisions, essayez à un moment donné de caler en nous prévenant à info dessus barreau, essayez de nous caler à un moment donné, de vous caler en vous disant tel après-midi, je vais faire un petit exercice autour des notes de synthèse. On vous envoie une base documentaire, quelle qu'elle soit cette base documentaire, vous me contactez sur mon mail perso, je crois que j'ai à peu près fait toutes les salles en mettant des numéros de téléphone, etc. et machin. Vous essayez de me caler, je vous envoie une base documentaire et l'idée étant d'essayer d'essayer de bâtir non une note de synthèse totale, je vous le déconseille, mais simplement un plan, voire même pour certains un plan détaillé.
Une fois qu'on a identifié vos problèmes, c'est assez important. Pourquoi pas une note de synthèse globale? Attention, à partir du 18, je vous l'ai dit, 19, une phase importante de la préparation à l'examen, c'est la récupération. Si vous continuez à faire des examens blancs en veux-tu, en voilà, la note de synthèse, vous allez, comment dire, avoir un certain rejet de cet exercice. D'accord? Et vu ce qui m'a été dit par rapport à vos dimanches, ce rejet, certains l'ont déjà. Quand on voit une note de synthèse qu'on a envie de vomir, c'est pas bon signe. Donc, attendez un petit peu avant de recomposer intégralement une note de synthèse, c'est-à-dire, pour reprendre l'expression d'un d'entre vous, du coup, je ne vais pas le citer, pas passer à la postérité, donc de cette jeune fille, hein, de dire, non, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça parce que c'est filmé, de vous dire, bon, la note de synthèse, en gros, c'est très sympa, d'accord, mais gardez-vous ce dernier petit kiff pour l'examen, en vous disant, au moment où vous l'ouvrez, si ça se passe bien, c'est, et attention, c'est là où j'aime bien finir, vous savez, les conclusions falaises comme ça, la dernière note de synthèse de ma life. Et ça, tu te dis, waouh. L'enjeu du CRFPA, il se situe aussi là. Vous avez aimé la note de synthèse, vous pourrez en faire chez vous tout au long de votre vie. Si par contre vous n'avez pas aimé, c'est la dernière. Et après, c'est fini. Alors que ce soit un sujet tout pourri ou pas, tant pis, la dernière. Profitez de cette dernière. Profitez pas trop avant. Tu vois, c'est comme quand tu dois aller, je sais pas, le vendredi soir, le samedi soir, aller manger un couscous, et juste avant, tu te prends un kebab. Tu vois, tu le kiffes ton kebab, ok, mais ton couscous, tu vas être malheureux avec ça. Faites pas ça. Par contre, un petit exercice, soit de lecture selon le cas, soit d'établissement du plan, ouais, ça vaut la peine. Ici, vous m'envoyez un petit mail, j'envoie une base documentaire, vous m'envoyez ce que vous avez fait, on en discute le cas échéant. Attention aussi aux personnes auxquelles vous vous adressez. Vous l'avez vu pour certains d'entre vous dont j'ai recorrigé sous les yeux la note de synthèse. Personnellement, je suis un barbare. Vous m'envoyez un truc, ça n'ira jamais. Je vais pas vous dire, oh oui, c'est merveilleux, 19,5. Non, je vous dirai, c'est 11, c'est caca, et si tu veux plus, il y a justement plusieurs éléments sur lesquels tu peux travailler. D'accord? Privilégier dans les gens qui vous conseillent des gens qui vont être justes, ce qui implique d'être dur en note de synthèse. Rigoureux. Ok? D'accord? Et, petit secret, sur une population d'IEJ donnée, 25% des étudiants, ce qui est énorme, ce qui est plus qu'obligé, ont leur examen, et je pense que ça va être encore pire cette année, grâce à la note de synthèse. J'entends par là des gens qui n'ont la moyenne nulle part, sauf en note de synthèse. Et souvent dans ce chiffre, on trouve ce qu'on appelle le chiffre noir des prépas. Le chiffre noir des prépas, c'est cet étudiant qui passe ses examens, qui est sûr d'avoir tout planté, parce que quand tu as la moyenne nulle part, tu as un peu tout planté, qui se dit, c'est les vacances, je l'ai raté, je repasserai l'année prochaine, qui a les résultats de ses écrits, qui est en vacances au Mexique au moment où il a les résultats de ses écrits, qu'on appelle et qui revient, j'ai rien foutu pour le grand taux, qu'est-ce que je vais faire? Et tu lui dis, dommage. Les personnes aptes à vous débriefer pour la note de synthèse aussi, choisissez-les bien. C'est pas n'importe qui. Allez pas choisir votre voisin de table qui va vous dire, ouais, alors je sais ce qu'il fallait faire. Moi, j'en étais sûr ce thème-là. Sur un même thème, il faut avoir des documents très différents. D'accord? Allez, bon courage ici. Je vous souhaite bonne continuation. Vous allez tous être admissibles. Il faut que vous en soyez persuadés. Et si vous avez des doutes, pourrissez-nous. Vous savez, je pense très bien le faire ici. Mail, coup de fil, texto, snap, ce que vous voulez. Mais il est hors de question que vous lâchiez la barre aujourd'hui. Sauf si vous kiffez ce type d'été. Moi, ça fait 20 ans. Mais moi, j'ai un petit tendance masochiste. Donc je vous dis, ne lâchez pas maintenant. Ça en vaut la peine. Allez, bon courage.